Vincent Bolloré, Xavier Niel, Patrick Drahi, pour ne citer que, la concentration des médias français dans les mains d'une poignée d'hommes d'affaires est-elle une fatalité? Cette domination est-elle dangereuse pour la pluralité de l'information et l'indépendance des journalistes? On en parle avec Julia Cagé. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes l'auteur du livre L'information est un bien public. C'est aux éditions du Seuil. Vous êtes économiste, professeur à Sciences Po Paris. Un livre coécrit avec Benoît Huet. Soyez le bienvenu également. Bonsoir. Vous êtes avocat, juriste, spécialiste du droit des médias notamment. Julia Cagé, on commence avec vous. La présidentielle française approche, sera en 2022. Les rumeurs bruissent dans le monde des médias français. La presse en parle. Bolloré serait, dit-on, aux portes d'Europe 1. Inquiétant, selon vous? Ce qui est inquiétant, c'est la concentration croissante du secteur des médias. Il faut savoir qu'au mois de décembre dernier, Vincent Bolloré, à travers Vivendi, est rentré en négociation exclusive avec le groupe Prisma, c'est-à-dire tout un ensemble de magazines. C'est un des plus gros pôles de presse magazine en France. Il y a Géo, il y a Capital, il y a énormément de titres différents. Maintenant, on parle de l'entrée de Vincent Bolloré au Capital d'Europe 1. Il y a aussi toute la discussion qui est en train de se jouer entre M6 et RTL. Alors pourquoi ça pose potentiellement problème? Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'on a vu les comportements récents et répétitifs de Vincent Bolloré comme actionnaire des médias. Il y a eu des épisodes de censure avérés à Canal+, il y a eu la suppression de l'investigation à Canal+, il y a eu la reprise en main de fer de iTélé en 2016, puisqu'en fait, au final, il a mis la chaîne à genoux, il a fait partir les 3/4 des journalistes. Et il y a aujourd'hui, historique, 31 jours. Malgré la grève historique, c'est-à-dire que la grève n'a servi à rien. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit une ligne extrêmement droitière, même extrême droitière, qui est poussée à CNews. Et c'est vrai qu'en fait, on s'aperçoit que finalement, ceux qui en ont les moyens, et Vincent Bolloré pour commencer, et qui veulent faire l'acquisition de médias, y compris contre la volonté des journalistes, et y compris avec des coups portés à l'indépendance des journalistes, peuvent le faire aujourd'hui. Et qu'il n'y a aucune règle qui les en empêche. Ça représente quand même des Françaises et des Français qui votent pour ce courant-là, le courant Éric Zemmour, le courant du Rassemblement national, qui regardent cette chaîne précisément. Le problème, c'est quoi? C'est d'avoir justement, de n'avoir pas permis aux journalistes en place de rester? Si vous regardez à iTélé, vous aviez une chaîne d'information qui était fonctionnelle, qui faisait de l'investigation, qui faisait de l'information de qualité, avec une rédaction qui était développée et en place depuis des années. Et vous avez tout d'un coup un actionnaire qui a décidé de reprendre cette chaîne en main. Et ça a commencé, la crise à la télé, il faut le rappeler, avec le fait de vouloir imposer Morandini à l'antenne d'ITélé, alors qu'il y avait des poursuites judiciaires contre lui. Ensuite, vous avez eu le départ des 3/4 des journalistes et la création de CNews. Le premier problème fondamental du point de vue de la démocratie, c'est qu'on ne peut pas faire d'information sans journalistes. Et que vous avez aujourd'hui beaucoup moins de moyens et de journalistes donnés à CNews que iTélé en avait. Deuxièmement, vous aviez une chaîne d'information en continu qui est censée faire de l'information. Comment est-ce qu'on fait de l'information? Pas en prenant deux éditorialistes, en les mettant sur un plateau et en les faisant débattre l'un contre les autres. Ouais. Et c'est ça qu'on a fait en fait à CNews, c'est qu'on a remplacé finalement le travail d'enquête, de terrain, le fait d'avoir du reportage, d'envoyer des journalistes sur leur travail par les polémistes. Mais cela dit, c'est pas illégal de racheter une chaîne et d'en changer la ligne éditoriale. Alors, en l'état actuel de la loi, ce n'est en effet pas illégal, mais nous avons sorti un livre justement pour faire des propositions en ce sens, pour mieux organiser la séparation entre l'actionnaire d'une part et la rédaction d'autre part. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a très peu de règles qui empêchent un actionnaire de s'introduire dans le fonctionnement même d'une rédaction, d'aller assister par exemple à des conférences de rédaction, d'aller censurer certains sujets, d'aller essayer de faire en sorte qu'on ne traite pas certaines affaires, qu'on n'essaie pas de déflaire aux annonceurs qui payent la chaîne ou le média papier. Et nous pensons qu'il est temps pour la démocratie de mettre en place des règles un petit peu plus claires qui séparent la rédaction de l'actionnaire. Et alors, je pense qu'il y a un point qui est très essentiel. Il faut revenir au baromètre qui est sorti par la Croix au mois de janvier sur la confiance que les citoyens accordent aux médias en France aujourd'hui. On a plus de la moitié des Français qui ne font pas confiance aux radios, aux journaux et aux télévisions. Et on a plus des 2/3 des Français qui ne font pas confiance à ce qu'ils lisent sur Internet. Donc il y a un problème fondamental. Les gens ne font plus confiance dans les médias. Et nous pensons qu'il y a une cause à cela qui est assez évidente, c'est qu'ils sont assez mal informés sur les propriétaires de ces médias. Donc ils se méfient. Si vous demandez à quelqu'un dans la rue un matin qui est le propriétaire du Parisien, il ne saura probablement pas vous répondre. Si vous demandez qui est le propriétaire des Échos, il ne saura pas non plus vous répondre et il saura encore moins
que ça appartient au même propriétaire, en l'occurrence le groupe LVMH. Oui. Donc la première chose que nous proposons, c'est déjà qu'il y ait de la transparence sur la détention des médias en France, que les gens sachent clairement à qui ça appartient, quels sont les liens d'intérêt, et ensuite qu'on organise une séparation nette entre ces actionnaires et la rédaction. Et bien justement, qui possède quoi? Regardez, c'est Mylène Girardot qui s'est penchée sur la question. Une concentration impressionnante. Moins de 10 milliardaires se partagent l'essentiel de la presse écrite, radiophonique et télévisée de France. Et le premier d'entre eux, plus grande fortune du pays, Bernard Arnault, via son groupe de luxe LVMH. Il possède les quotidiens Le Parisien aujourd'hui en France, Les Échos, Radio Classique, mais aussi des parts du groupe Challenge et de Sciences et Avenir. On connaît aussi Martin Bouygues, géant du BTP et des télécoms avec ses 9 chaînes du groupe TF1. Ou encore la famille Dassault, héritière du groupe laissé à sa mort par Serge avec Le Figaro pour titre phare. Il faut désormais compter avec Xavier Niel, le patron de Free, trublion des télécoms, qui investit en 2010 dans le groupe Le Monde, qui compte, outre le journal de référence, 6 autres titres. Depuis, il ne cesse d'investir dans la presse régionale et en ligne. Un autre magnat des télécoms, Patrick Drahi, 9e fortune de France. Après le rachat de Libération, le patron du groupe Altis, maison mère de SFR, se constitue vite un empire médiatique avec Next Radio TV et ses stations RMC, BFM et BFM TV. Avec son argent, il importe aussi ses méthodes de gestion. Malgré les bénéfices, le groupe licencie un tiers des effectifs en 2020. BFM TV est une chaîne très rentable, RMC est une radio très rentable, toutes les entités produisent du bénéfice, on ne comprend pas pourquoi on veut faire ce plan. Et d'ailleurs, quand on pose la question à la direction, ce qu'ils nous répondent, c'est que c'est un plan par anticipation de ce qui pourrait éventuellement arriver par la suite. C'est une autre grève qui marque la reprise en main du groupe Canal+ par l'industriel Vincent Bolloré via Vivendi. Après avoir censuré des émissions sur Canal, Vincent Bolloré veut imprimer sa marque sur la chaîne Tout Info iTélé. En 2016, après 31 jours de grève, un tiers de la rédaction quitte la chaîne. Depuis, iTélé, devenue CNews, s'est transformé en arène pour des polémistes de droite réactionnaire. Une Fox News à la française. 7h08 sur Europe 1. Et l'inquiétude pointe désormais chez Europe 1. Vincent Bolloré s'est lancé à la conquête de la radio du groupe Lagardère, l'une des plus écoutées de France. Il envisage d'en faire le pendant radiophonique de CNews à 1 an de l'élection présidentielle. Alors, des propositions, vous en faites dans votre livre, Julia Cagé, notamment la démocratisation de l'information via une loi qui serait une première depuis 1944. Que permettrait-elle, cette loi ? Oui, alors il faut partir de ce point important, c'est qu'on n'a pas repensé finalement la propriété des médias en France depuis quasiment un siècle. La dernière loi en date, c'est 1986, la dernière loi ambitieuse, c'est 1944, alors qu'on est dans un paysage qui est complètement transformé. Donc nous, on a défini un certain nombre de règles qui devraient, d'après nous, composer une loi de démocratisation de l'information. Premier point, une gouvernance des médias démocratiques qui implique les salariés. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire au moins 50% de salariés au conseil d'administration des médias, dont au moins la moitié de journalistes. Première chose, extrêmement important. Deuxième chose, pour protéger l'indépendance des rédactions, il faut que le choix du directeur de la rédaction des médias soit validé par au moins 60% de la rédaction. Troisième point, Benoît le rappelait tout à l'heure, une transparence totale en termes d'actionnariat et de potentiel conflit d'intérêts. Quatrième point, c'est extrêmement important et ça c'est lié à ce qu'on vient de voir sur le cadre d'Europe 1 par exemple. Nous voulons donner un droit d'agrément aux journalistes. Ça veut dire quoi un droit d'agrément aux journalistes ? Il existe déjà au journal Le Monde, ils l'ont obtenu de haut oui, mais il n'existe pas pour la radio ou la télévision. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est que si vous regardez dans la loi française, le principe du droit d'agrément, donc juste pour expliquer ce que ça veut dire, ça donne la possibilité aux journalistes en cas de changement d'actionnaire majoritaire de se prononcer sur l'entrée d'un nouvel actionnaire et s'ils sont contre ce nouvel actionnaire majoritaire, d'avoir une certaine période de temps pour proposer un investisseur alternatif. C'est écrit dans le droit français depuis 1944, ça a été très mal écrit. Très mal rédigé, on en fait l'histoire dans le livre. Et donc nous, on pense qu'il faut imposer ce principe parce que c'est un vrai principe d'indépendance des médias qui, de plus, vous avez raison, existe aujourd'hui pour la presse écrite sur le papier, mais ni pour la radio, ni pour la télévision. Et le dernier point, ça rejoint aussi ce qu'on voyait tout à l'heure dans le cas de CNews ou même la grève qu'il y a eu au niveau de BFM TV, que ce soit pour la presse écrite, pour les sites d'information qui touchent des aides à la presse, que ce soit pour la télé ou la radio qui ont un privilège finalement de pouvoir émettre et de toucher l'ensemble des citoyens. Nous pensons qu'on ne peut pas produire d'informations
sans journaliste. Donc une des règles que nous imposons, c'est qu'au moins 35% du chiffre d'affaires des médias soit consacré à la masse salariale, donc en fait d'embaucher des salariés, dont au moins la moitié pour les journalistes. En même temps, juste pardonnez-moi de vous couper, mais Benoît, je me tourne vers vous. Quand on voit ce qui se passe en ce moment en Australie, duel de titans entre le mania des médias, Rupert Murdoch et Google, enfin Facebook surtout d'ailleurs, de Mark Zuckerberg, on se dit qu'au fond, ce combat, il est très compliqué. Là, ça va être... Alors, ce qui se passe actuellement en Australie, je pense que c'est un petit peu un laboratoire pour ce qui risque de se passer dans les années à venir plus largement dans le monde. C'est-à-dire que les réseaux sociaux et Google par ailleurs pèsent tellement lourd qu'ils arrivent à rentrer dans un rapport de force avec un État de 25 millions d'habitants. Sans journalistes d'ailleurs, vous disiez, mais ils n'ont pas de journalistes. On pille, c'est ce que reproche l'Australie. Alors, il s'agit de faire appliquer une loi, on a à peu près la même qui a été votée en Europe et également en France, c'est-à-dire que les réseaux sociaux contribuent financièrement à la diffusion des informations sur ces réseaux, qu'ils participent à la rémunération des journalistes qui ont écrit les articles dont ils bénéficient. Et aujourd'hui, en fait, les plateformes Facebook, Twitter, etc. se réfugient derrière un mécanisme juridique qui s'appelle l'exception de courte citation pour ne jamais rémunérer l'information. Résultat, ils ont complètement vidé les médias de leurs ressources et en faisant cela, ils attaquent directement le pluralisme de l'information et la capacité des médias à produire une information de qualité et diversifiée. Donc ce qu'ils font est très grave, il est complètement normal qu'on les fasse payer. Les Australiens ont commencé à le faire, ils étaient un petit peu démunis face à ces grands réseaux. J'espère qu'en Europe, on sera plus unis, plus forts, avec presque 500 millions d'habitants pour lutter contre ces réseaux. Voilà. Merci beaucoup Benoît Huet et merci beaucoup Julia Cagé d'avoir répondu à nos questions, de nous avoir donné des clés pour mieux appréhender donc cette question de la concentration des médias aux mains de richissimes hommes d'affaires en France.